tous, bienvenue dans le CQFR en ce lundi 30 décembre 2024. Le dernier CQFR pour moi avant l'année prochaine, je vous abandonne jusqu'au 3 janvier pour un petit break de quelques jours. On reviendra très vite avec Antoine et Théo dès la semaine prochaine pour reprendre le rythme et les formats dont vous avez l'habitude. Le CQFR, le podcast du lundi, la late session du mardi, le Moop Deep le samedi quand Benjamin ira un peu mieux, on lui envoie plein d'ondes positives, il est un peu souffrant en ce moment. Le Hoop Culture du dimanche avec Théo et Pierre Armand, évidemment ce CQFR du samedi où vous pouvez toujours nous envoyer vos questions sur l'adresse cqfr.rivers@gmail.com. En attendant, vous avez peut-être des émissions et des formats que vous n'avez pas encore vus qui sont toujours disponibles sur la chaîne. Il y a les deux petites interviews qui ont été postées ce dimanche de TJ McConnell et Obi Toppin, les joueurs des Pacers, avant leur déplacement à Paris dans quelques semaines maintenant pour les NBA Paris Games. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et surtout que vous allez un peu mieux physiquement que les joueurs du Magic qui ont encore perdu un soldat dans la bataille ce dimanche. Je fais souvent la comparaison avec le film Destination Finale en plaisantant, mais maintenant c'est à moitié. Les joueurs tombent à l'appel. Cette fois c'est Jalen Suggs en première mi-temps dans la rencontre face à Brooklyn qui s'est blessé au poignet. Alors c'est Destination Finale, mais le personnage principal, en l'occurrence l'équipe, s'accroche à la vie, refuse de mourir dans ces rencontres-là. Et donc malgré la perte de Jalen Suggs, malgré un retard de 17 points dans le quatrième quart-temps, Orlando a refusé de perdre, encore une fois. Et devant son public, Orlando a renversé la situation. Dans le quatrième quart-temps, il y a eu 13 points de Tristan da Silva, l'excellent rookie allemand sur cette période-là. Et surtout, un game winner signé Cole Anthony qui a planté ça à 1,3 secondes de la fin sur un flotteur pour permettre à Orlando de l'emporter. Dans cette rencontre, Cam Thomas faisait son retour pour Brooklyn. Après un mois d'absence, il a marqué 25 points, mais a manqué le tir potentiellement pour la gagne dans le corner au buzzer. Et ça fait une victoire 102-101, je ne vous avais pas donné le score, pour Orlando. Orlando qui a 3 victoires de retard sur les Knicks, à la 3e place dans la conférence Est, mais qui arrive pour le moment à garder une petite longueur d'avance sur Atlanta. Atlanta, c'est l'autre équipe en forme à l'Est avec les Knicks en ce moment. On vous disait en début de saison que c'était une équipe sympa à regarder. C'est pas seulement une équipe sympa à regarder, c'est aussi une équipe qui est compétitive et qui est maintenant dans le top 5. Les Hawks ont éclaté les Raptors 136-107 ce dimanche avec un excellent Trae Young, 34 points, 10 passes, 7 paniers à 3 points. C'est autant que l'ensemble des Raptors sur ce match. Il y a aussi eu 22 points de DeAndre Hunter, le remplaçant de luxe des Hawks. 14 points et 7 rebonds pour Zachary Rizaché et un double-double pour Clint Capella, 11 points, 13 rebonds. C'était le premier des 6 matchs de suite à l'extérieur que vont jouer les Hawks et ça se solde donc par une victoire. Atlanta est 5e à l'Est après cette 4e victoire consécutive. Je vous parlais d'une autre équipe qui carbure bien en ce moment, c'est New York. New York n'a pas joué la nuit dernière, mais New York était en action ce week-end et les Knicks ont offert le thriller du samedi dans un match contre Washington qui s'est terminé en prolongation avec une victoire 136-132 pour New York. Il y a un homme évidemment qui est sorti du lot, c'est Jalen Brunson, qu'on pouvait trouver un peu en retrait au niveau scoring par rapport à Karl Anthony Towns et Michael Bridges ces derniers temps. Là, Jalen Brunson a fait un carnage, 55 points, 42 après la pause, à 18 sur 31, 9 passes décisives et 9 points marqués durant la prolongation. Alors c'est pas un record personnel pour le meneur des Knicks, il avait marqué 61 points face aux Spurs la saison dernière, mais c'est sa meilleure perte de la saison évidemment, et elle arrive dans un match que les Knicks sont tout heureux d'avoir gagné pour prolonger leur série de victoires et revenir à un point seulement, une victoire seulement de Boston qui est deuxième, et Boston qui pour le coup laisse beaucoup trop de plumes ces derniers temps, particulièrement à domicile. Les Celtics ont perdu cette nuit leur 6e match à domicile depuis le début de la saison, c'est beaucoup. Et cette fois c'était contre les Pacers qu'ils avaient pourtant écrasé 2 jours plus tôt. Là cette fois Indiana a parfaitement rebondi en l'emportant 123-114 au TD Garden avec un très bon Tyrese Haliburton, 31 points, 7 passes à 11 sur 19 avec 5 autres joueurs qui ont marqué entre 12 et 17 points pour Indiana. Boston c'est toujours aussi mollasson, nonchalant en défense je trouve par rapport à ce à quoi ils nous ont habitués ces derniers temps en tout cas, et ça a été encore le cas dans ce match-là. Jrue Holiday était absent, touché à l'épaule, remplacé dans le 5 par Sam Hauser. 31 points pour Jaylen Brown, ça n'a pas suffi. Boston est un peu en dilettante sur cette fin de saison, j'ai l'impression, ou en tout cas laisse filer des matchs que les Celtics n'auraient pas laissé filer l'année dernière. C'est un relâchement qui peut être compréhensible, évidemment, mais qu'ils auront besoin de rectifier en début d'année prochaine. C'était chaud à Houston en fin de match lors de la rencontre entre les Rockets et le Heat.
Miami qui est venu s'imposer 104-100 à Houston, malgré la nouvelle absence de Jimmy Butler, qui a manqué un 5e match de suite. Normalement, sa maladie était terminée, il y a les rumeurs de trade, on ne sait pas exactement ce qui fait que Butler ne joue pas pour l'instant avec le Heat. Mais le Heat n'a pas eu besoin de Jimmy Butler ce coup-ci. Tyler Herro, 27 points, a pris les choses en main en fin de match. Alors que les Rockets semblaient avoir pris le contrôle. Houston a manqué 11 tirs de suite en étant à plus 7. Et du coup, Miami en a totalement profité et a fini par l'emporter 104-100. Quand je disais que c'était chaud, c'est ce qui restera surtout de ce match, c'est le début de bagarre dans la dernière minute entre Tyler Herro et Amen Thompson. Amen Thompson qui a envoyé valser Herro au sol après l'avoir un peu attrapé par le callback, comme on disait. Derrière, il y a eu forcément un petit rassemblement en début d'échauffourée et 6 acteurs du match expulsés. Les 2 joueurs, évidemment, Tyler Herro et Amen Thompson, mais aussi Ime Udoka et son assistant Ben Sullivan, Terry Rozier et Jalen Green qui sont venus se mêler à tout ça. La NBA aime pas trop quand les bancs se vident, aime pas trop quand des images comme ça tournent, donc on peut s'attendre à des sanctions probablement financières, peut-être un match éventuellement ici et là, mais on peut imaginer que ça ne restera pas sans suite. Tyler Herro, qu'on connaît bien, qui on se doutait qu'il n'allait pas faire une déclaration très sobre et neutre à la fin du match. Quand on lui a demandé ce qui s'était passé, il a dit « Je suppose que c'est ce qui arrive quand quelqu'un, sous-entendu lui, score, fait des passes décisives et fait tout le reste. J'aurais les nerfs aussi à leur place. » Voilà ce qu'il a dit après. Ime Udoka, lui, a simplement dit que c'était 2 joueurs qui s'étaient pris la tête, mais qu'il y en a un qui était plus costaud que l'autre, en l'occurrence son joueur, Amen Thompson, et qu'il n'y avait rien à signaler outre mesure. Houston avec cette 2e défaite de suite qui laisse Memphis se réinstaller à la 2e place. Pourtant Memphis n'a pas profité de la défaite des Rockets. Memphis a pris un éclat dans ce qui aurait dû être le choc au sommet de ce dimanche, en tout cas sommet à l'ouest entre les 2 meilleures équipes depuis le début de la saison au bilan. Memphis, OKC. OKC l'a emporté très largement, 130-106. Les dés étaient forcément un peu pipés. Ja Morant, Zach Edey n'étaient pas là du côté des Grizzlies. Et le Thunder est en pleine bourre, 11e victoire de suite pour Oklahoma City, qui, je pense, a déjà plié la conférence Ouest, en tout cas en saison régulière, parce que maintenant ils ont 5 victoires d'avance sur le 2e, tout en étant absolument convaincants dans le jeu. Shai Gilgeous-Alexander a encore fait un super match, 35 points, 7 passes, 6 rebonds et 4 contres pour sa part, tout en restant sur le banc la majeure partie du 4e quart-temps. Il fait vraiment une saison de MVP. S'il ne l'est pas, il sera en tout cas probablement à nouveau dans le top 3 en fonction de ce qui se passera dans le reste de la saison. SGA qui a été aidé par le rookie belge Adjei Mitchell, 17 points, par Aaron Wiggins, 16 points, et Jalen Williams, 14 points, 10 rebonds. Du côté de Memphis, Jaren Jackson Jr., qui est le meilleur marqueur des Grizzlies cette saison, est passé à côté avec un 3/19 qui n'a pas aidé son équipe à tenir le coup dans ce choc. Ousmane Dieng, on peut le noter, a joué 8 minutes pour 2 rebonds, 1 passe et 1 interception du côté d'Oklahoma City. Il y avait un dernier match, c'était celui entre les Spurs de Victor Wembanyama et les Timberwolves de Rudy Gobert. Ce sont les Timberwolves qui l'ont emporté 112-110, mais ça a été une belle partie, un peu une partie d'échec, pour faire un clin d'œil au passage de Victor Wembanyama du côté de Washington Square ce week-end. Si vous l'avez sans doute vu, il a fait quelques petites parties avec des fans du côté de New York, puisque les Spurs ont affronté successivement les Knicks et les Nets. Donc là, c'était une partie d'échec perdue par les Spurs, mais ils se sont extrêmement bien défendus derrière les 34 points à 13/30 de Victor Wembanyama. Les Spurs étaient menés, mais ont refait leur retard dans le 3e quart-temps. Puis c'est Donte DiVincenzo qui a marqué 26 points, qui a permis à Minnesota de reprendre le contrôle de la partie, et l'ancien joueur des Knicks a été clutch. Il a marqué ses 2 lancers à 12 secondes de la fin. Il y a eu une opportunité pour Jeremy Sohan à 3 points de faire gagner ce match aux Spurs, mais malgré un tir relativement en bonne position, Sohan a manqué l'opportunité et ce sont les Timberwolves qui l'emportent. Harrison Barnes 24 points, Devin Vassell 22 points, Chris Paul 14 passes décisives qui ont aussi contribué. Du côté des Wolves, Rudy Gobert a livré un duel solide avec Victor Wembanyama, son coéquipier en équipe de France. Il a terminé avec 17 points, 15 rebonds et 2 contres. C'est la 3e victoire de suite pour Minnesota, qui n'est qu'à une victoire du top 5 à l'ouest, mine de rien, après avoir réussi à enchaîner les victoires. Avant cette salve de match du dimanche, il y a eu un trade. On annonçait Dorian Finney-Smith du côté de Memphis il y a 48 heures. Finalement, ce sont les Los Angeles Lakers qui vont récupérer l'ailier des Brooklyn Nets, ancien des Mavs. D'après Shams Charania d'ESPN, les Lakers et les Nets sont tombés d'accord pour un trade qui va permettre aux Lakers d'ajouter Dorian Finney-Smith avec ses qualités défensives et son shoot extérieur très fiable cette saison, 44% à 3 points, qui va permettre donc de l'ajouter à leur roster en compagnie de Shake Milton. Signature peut-être un peu plus anecdotique.
Et en contrepartie, les Lakers envoient D'Angelo Russell, Maxwell Lewis et 3 futurs deuxième tours de draft à Brooklyn. On savait que D'Angelo Russell était susceptible de partir en cours de saison, que son contrat était une variable d'ajustement qui pouvait leur permettre de faire des économies et en même temps de recruter quelqu'un avec un profil qui leur conviendrait. Les Lakers sont passés à l'action et D'Angelo Russell retourne à Brooklyn, là où il avait fait sa meilleure saison en carrière, où il avait été All-Star. On ne sait pas s'il est juste en transit, c'est presque ce qu'on lui souhaite, qu'il soit en transit, parce que les Nets sont en train de solder, de faire leur ménage hivernal et ne jouent plus du tout une participation au play-in. Après le départ de Schroeder, les possibles départs d'autres joueurs de l'effectif, on imagine que D'Angelo Russell préférerait être en transit et signer ailleurs. En tout cas, les Lakers avaient besoin de profondeur à l'aile, de défense, de flexibilité par rapport à leur masse salariale, par rapport au fameux second apron cher à Anton Pimel. Mission accomplie, puisqu'ils économisent pas loin de 15 millions de dollars dans l'opération et qu'ils vont peut-être pouvoir faire d'autres moves aussi avant la deadline de février. On ne sait pas donc ce que ça donnera pour D'Angelo Russell. En tout cas, son passage aux Lakers restera forcément un peu mitigé. Cette saison, il tournait à 12,4 points et 4,7 passes de moyenne en 26 minutes. Voilà pour l'information sur ce trade. On va se laisser là pour ce CQFR, ce dernier de l'année pour moi, je vous le rappelle. Je vous souhaite nos meilleurs vœux au nom de toute l'équipe, une très très bonne année 2025 qu'on va passer ensemble avec toutes les émissions et tous les programmes dont je vous parlais en début de CQFR. Passez une très bonne journée et je vous dis à très vite.